Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue pour cette conférence sur l'incendie et la construction bois. Vous êtes très nombreux ce matin puisqu'on a dû franchir la barre des 1000 personnes connectées. Donc merci de votre confiance, ça nous fait très plaisir, c'est très encourageant pour la suite et l'intérêt que vous portez au bois. Bonjour et merci à Olivier Gaujard également qui est avec nous, que vous allez entendre Bonjour. d'ici quelques instants. Un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, hein, j'imagine, et il a répondu favorablement à notre demande de dernière minute. Et comme d'habitude, il s'est plié en quatre pour nous aider à communiquer autour de l'incendie dans les constructions bois. Avant de te donner la parole, Olivier, je vais dire quelques mots d'introduction pour dire un petit peu qui nous sommes. Donc, l'organisation de cet événement, c'est France Bois Région. France Bois Région est une association nationale qui regroupe l'ensemble des interprofessions bois régionales. Vous avez sur votre écran d'accueil que vous avez pu voir tout à l'heure l'ensemble des logos de ces interpros. Je pense que vous les reconnaîtrez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les interprofessions bois, sachez que dans chaque région, vous avez une interprofession bois. Elles ont une approche grand angle de l'ensemble de la filière, hein, depuis la pépinière jusqu'à la construction bois, en passant par toutes les étapes de production du bois en forêt, de transformation de ces bois, première transformation, deuxième, les charpentiers, menuisiers, mais également tous les maîtres d'œuvre qui le souhaitent peuvent être adhérents de ces associations jusqu'aux maîtres d'ouvrage et collectivités. Les interprofessions sont vos interlocuteurs en région pour tout ce qui concerne la thématique forêt et bois. Nous sommes là également pour l'information et puis nous sommes là pour promouvoir les usages du bois auprès de l'ensemble des usagers potentiels, hein, de la collectivité, l'aménageur, le maître d'ouvrage, euh, les entreprises. Et donc, on peut vous aider à identifier les différentes compétences de cette filière. Alors, il s'agit d'une première hein, pour nous, cette visioconférence, du moins dans cette envergure-là. On vous demande de bien vouloir être indulgent si toutefois il y avait quelques imperfections et si toutefois il y avait quelques bugs. Donc, on n'est pas des professionnels de la visio, mais on va essayer de rendre les choses les plus agréables et fluides pour vous. Si toutefois on avait une coupure, ce qui n'est pas impossible, n'hésitez pas à utiliser le lien dont vous disposez pour vous reconnecter au bout d'une minute ou deux. Normalement, on devrait pouvoir rétablir depuis la régie avec Charlotte l'ensemble des liens. Donc le thème de cette conférence aujourd'hui, c'est l'incendie et la construction bois. Avant de donner la parole à Olivier Gaujard, encore deux petites précisions. Donc il s'agit d'un format relativement court, hein, c'est 1 heure de présentation. Il ne s'agit pas d'une formation, vous n'aurez pas la réponse à toutes vos questions, on ne peut pas tout aborder, tout détailler. Donc là aussi, il s'agit de poser un cadre général sur qu'est-ce que l'incendie dans un premier temps. Donc Olivier va vous rappeler pourquoi il est important de bien comprendre d'abord comment fonctionne un incendie pour ensuite, et ce sera l'objet de la conférence de la semaine prochaine, de comment on peut bien comprendre la réglementation. Donc bien comprendre d'abord ce qu'est un incendie. Et donc on se donne déjà rendez-vous pour le jeudi prochain, même heure. Vous recevrez un lien pour vous inscrire et pour vous connecter. Donc un premier temps de conférence et ensuite on aura une trentaine de minutes pour poser des questions, échanger. Donc tout au long de la conférence, si vous avez des questions, vous avez deux moyens de poser vos questions, donc par écrit. Pour ceux qui sont sur le player, a priori la majorité, vous remarquerez en déplaçant votre souris à l'écran que vous avez un petit bouton en haut à droite de votre écran qui s'appelle Ask Your Question. Donc, en cliquant dessus, vous allez pouvoir poser vos questions. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez également la possibilité de poser vos questions via la zone commentaires.
Donc, on va collecter vos questions et puis on essaiera d'y répondre au moins en partie à l'issue de la présentation d'Olivier. Alors, deux, trois mots sur Olivier Gaujard, donc notre intervenant aujourd'hui. D'abord, 16 ans d'activité en tant que charpentier, gérant d'une entreprise de charpente construction bois. Tu t'es formé, Olivier, également à l'École polytechnique de Lausanne, avec entre autres Julius Interer. Tu es le fondateur de Gaujard Technologies, qui est présent sur de nombreux bâtiments biosourcés, un petit peu en pointe au niveau national. Tu es à l'origine des SFE Bois et Paille. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous en ont entendu parler. Tu es également président de l'interprofession bois région PACA. Et puis, Sud PACA, pardon? la région Sud PACA. Sud PACA, pardon, Oui, oui. Le excuse-moi. président de région, il tient beaucoup. Tu as raison. Et puis, tu es également actuellement consultant en construction biosourcée. Donc, dans ce cadre-là, depuis quelques mois ou années, tu pourras peut-être nous préciser, tu travailles particulièrement sur la question de l'incendie dans les constructions bois de moyenne et grande hauteur. Donc, c'est un sujet que tu maîtrises maintenant dans son ensemble. Donc, merci encore d'avoir répondu au pied levé à notre proposition. Et puis, je te donne la parole. N'oubliez pas vos questions pour les auditeurs à poser en ligne tout au long de la présentation. Et puis, on essaiera d'y répondre dans un second temps. Merci. Olivier, je te donne la parole. Merci beaucoup, Hervé. Alors, j'ai fait une petite manipulation maintenant pour partager mon écran, vous présenter le diaporama. Voilà. Est-ce que tout va bien là-dessus? Voilà. Donc, j'espère que tout s'est bien passé et que vous voyez bien la diapo d'introduction de ma présentation. Donc, bonjour à tous ceux que je connais, qui me connaissent, et bonjour bien sûr à tous les autres. Voilà, je suis ravi que plus de 1000 personnes se soient donné rendez-vous ce matin pour qu'on réfléchisse ensemble à la question de l'incendie dans les constructions en bois. J'ai donné comme titre Comprendre et maîtriser l'incendie. C'est plutôt maîtriser la question de l'incendie dans les constructions en bois. Tu le disais, Hervé, ça fait 4 ans que je travaille au sein de l'atelier incendie d'Adivbois. Adivbois, c'est l'association pour le développement des immeubles à vivre en bois, association nationale, qui a entrepris un grand nombre de travaux pour permettre le développement des immeubles multi-étages en bois en France. Et au sein de cet atelier, j'ai coordonné la rédaction d'un guide qui s'appelle le guide pour la gestion des points singuliers et des interfaces entre éléments de construction vis-à-vis de l'incendie. J'avais comme partenaire le CSTB, le FCBA et Effectis. Ce guide est paru tout récemment et je vais beaucoup m'appuyer dessus au cours de cette présentation. Et il est disponible sur l'extranet du site d'Adivbois. Alors, en préambule, un rappel, vraiment, pour fixer les bases. Que sont les objectifs de la sécurité incendie dans les bâtiments? C'est à la fois simple, mais ça a évidemment des conséquences multiples et variées. Donc, les exigences qui sont appliquées en France à tous les bâtiments, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, que ce soit des logements, des établissements recevant du public, des établissements recevant des travailleurs ou d'autres sortes de bâtiments, tous en matière de protection incendie
doivent permettre d'atteindre 4 objectifs fondamentaux. Toutes les dispositions constructives doivent être prises d'abord pour éviter l'éclosion d'un incendie. Ça va de soi. Donc, ça concerne tout ça, les matériels mis en œuvre, toute une série de dispositions sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Il s'agit aussi, bien sûr, de garantir la sécurité des personnes qui occupent le bâtiment au moment où il est affecté par un incendie, et aussi de celles qui sont situées à proximité. Dit autrement, il faut mieux s'arranger pour que le bâtiment ne s'effondre pas au cours de l'incendie. Et puis, faire en sorte de permettre l'évacuation des occupants en toute sécurité. Pour arriver à ces objectifs, il faut aussi faire en sorte que les pompiers puissent aussi intervenir d'une manière efficace et eux aussi en toute sécurité. Alors bien sûr, ils sont équipés de vêtements, de casques, ils sont avec des lances incendie, ils ont tout un tas de choses avec eux pour se protéger. Mais encore faut-il que le bâtiment soit suffisamment stable pour ne pas s'écrouler sur eux. Donc là aussi, on retrouve un objectif fondamental qui est la stabilité du bâtiment. Et puis enfin, il faut faire en sorte d'empêcher la propagation qui a pris naissance dans un local, empêcher sa propagation aux locaux voisins et aussi aux bâtiments qui l'entourent. Ça, ce sont les dispositions qui concernent explicitement les bâtiments. On pourrait en rajouter d'autres. Par exemple, il faut faire en sorte de préserver l'environnement. Alors, ça ne concerne pas trop le bâtiment, mais rappelez-vous l'incendie de Rouen, de l'usine, dont je ne me souviens plus le nom, qui a brûlé il y a 6 mois. Eh bien, la première préoccupation des pompiers qui cherchaient à maîtriser cet incendie était de faire en sorte de ne pas porter atteinte à l'environnement par des ruissellements d'eau incontrôlés, etc., de pollution des sols. Donc voilà, c'est encore d'autres objectifs éventuels à poursuivre. Alors, ce matin, nous n'allons pas du tout rentrer dans toute la complexité des dispositions à prendre à tous les niveaux, ni dans les exigences réglementaires, ce sera pour la semaine prochaine. L'objectif ce matin, il est pour moi d'essayer de vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe au cours d'un incendie et spécifiquement dans une construction en bois. Quelles sont les caractéristiques particulières d'une construction en bois qui font que l'incendie peut s'y dérouler de manière différente que dans d'autres types de bâtiments. La première notion à retenir, c'est que l'incendie est un événement accidentel. Mais comme d'autres événements accidentels de type séisme ou tempête, pour lesquels les bâtiments sont conçus, cet événement exceptionnel, on ne sait pas à quel moment il se produira, ou pas d'ailleurs, pendant toute la durée de vie du bâtiment. La difficulté dans la prévention de l'incendie et dans l'anticipation de ses conséquences, d'ailleurs, c'est on tente de rationaliser un événement dont on sait qu'il y a de très grandes chances qu'il va se produire de manière très différente des scénarios qu'on aura pu imaginer, des scénarios qu'on aura pris en compte pour maîtriser ses conséquences. Donc là aussi, il faut essayer de coordonner les différentes dispositions techniques constructives prises pour faire face à cette irrationalité de l'incendie. Alors pour ça, il y a des gens très formés, très pointus sur cette question. Ce sont les préventionnistes, chez les pompiers, sont ceux qui analysent la conception des bâtiments qu'on leur soumet, qui, à partir de leur retour d'expérience, vont pouvoir élaborer les scénarios d'incendie
susceptibles de se produire dans le bâtiment qu'on leur propose, avec les dispositions constructives, la forme, etc., qu'a ce bâtiment. C'est ce qu'on appelle l'analyse de risque. Alors, un incendie, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un phénomène qu'on appelle la combustion. Alors, la combustion, c'est une réaction exothermique, c'est-à-dire qui dégage de la chaleur, entre l'oxygène qui est présent dans l'air et certaines substances qu'on appelle combustibles, substances qui peuvent être solides, comme le bois, bien sûr, par exemple, liquides, comme de l'essence, ou gazeuses, comme du gaz dans les bouteilles, toutes sortes de choses de ce type-là, qui sont donc les combustibles, et l'air est appelé le comburant. Un combustible qui est mis en présence d'un comburant, l'air en l'occurrence, et qui, en présence d'un apport d'énergie d'activation, et dans tous les incendies, cette énergie d'activation, c'est la chaleur, provoque, dans certaines conditions particulières, l'éclosion d'un foyer d'incendie. Donc, toutes les stratégies d'évitement de l'éclosion d'un incendie vont être d'éviter d'avoir ces trois éléments regroupés au même instant, la présence d'un combustible, d'un comburant et d'un apport d'énergie. Alors, les sources de chaleur qui sont rencontrées la plupart du temps dans les départs d'incendie sont bien connues, elles sont de plusieurs natures. D'abord de nature thermique, de la chaleur des sources de chaleur qui peuvent être dues à la combustion d'un autre objet dit mobilier. Alors on pense aux bougies, aux cigarettes. Mais ça peut être aussi l'échauffement d'une surface combustible en contact avec un appareil de chauffage ou une cuisinière, par exemple. Ça peut être aussi des sources de nature électrique ou électrostatique, l'apparition d'un arc électrique, c'est ce qu'on appelle un court-circuit, un court-jus, on dirait, ou un échauffement dû à une surcharge électrique, parce qu'on tire trop sur les réseaux au cours de travaux ou parce que l'installation est défaillante. Ça peut être aussi une origine mécanique, c'est-à-dire créer des étincelles créées par frottement, par exemple. Donc, de toutes sortes de frottements. On pense en particulier à la meuleuse qui, sur les chantiers, permet de découper les pièces métalliques qui peuvent être à l'origine d'embrasement. On a soupçonné des choses de ce genre-là pour Notre-Dame, par exemple. Et puis, on a aussi des sources de chaleur qui peuvent être d'origine chimique, donc dues à des réactions chimiques exothermiques avec des produits inflammables. Et l'apparition de ces sources de chaleur, elle peut être d'origine humaine, que ce soit de la négligence, de la malveillance ou le non-respect des règles d'emploi de certains nombres de matériels. Énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, la présence d'installations, des installations électriques, bien évidemment, ou d'équipements spécifiques inhérents à l'usage du bâtiment. Là, on pense évidemment à tout ce qui peut se trouver dans des usines, des ateliers, etc. Ou bien d'une origine naturelle, climatique, évidemment. On pense à l'éclair pendant les orages, ou bactériologique. Alors c'est moins connu, mais on voit que ces sujets moins connus, par les temps qui courent, on apprend à mieux les connaître. Vous voyez à quoi je fais référence. Olivier, je profite de la transition entre diapos pour t'indiquer qu'il est 10h20. Voilà, tout simplement. On a tout petit retard par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Désolé. Je t'en prie. Merci d'être le gardien du temps. Alors, une fois qu'il a éclos, dans un local, l'incendie va se développer dans ce local. On verra ensuite qu'est-ce qui se passe, comment il se propage à partir de ce local. Alors, le combustible
dans la nature peut être très variable, hein, sa quantité, sa disposition dans le local, évidemment, euh, les choses changent suivant qu'on a une bibliothèque remplie de bouquins, un canapé en matière inflammable, polystyrène, polyuréthane et d'autres choses de ce type-là, et les quantités qu'on a dans le local. Donc le combustible et la ventilation, c'est-à-dire l'apport en air frais dans ce local, sont les principaux facteurs qui influent sur le développement du foyer d'incendie. On dit qu'ils contrôlent l'incendie. Et il est possible d'observer plusieurs sortes d'évolutions du feu qui conduisent chacun à des phénomènes particuliers. Alors, vous voyez ici une image que je vais vous commenter un petit peu plus, sur laquelle on a en abscisse le temps, en ordonnée les températures. À l'origine, l'éclosion de l'incendie. Je vais faire des petits allers-retours entre ce schéma et les commentaires qui vont avec. Alors, quand le local est suffisamment ventilé, hein, qu'il y a suffisamment d'oxygène dans le local pour que la combustion se passe normalement, ou que la quantité de combustible est relativement faible, on observe d'abord une montée en puissance du feu liée à la combustion des éléments inflammables présents dans le local. C'est ce qu'on voit ici sur la ligne rouge. Hein, en fonction de la quantité de combustible présent, le feu va monter, 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 se développer, les températures vont augmenter jusqu'à ce que le combustible commence à diminuer et progressivement les températures vont baisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combustible du tout. On dit à ce moment-là que le feu est contrôlé par le combustible. Tu as une idée des températures qui sont atteintes lors de l'incendie? Absolument. Je vais en parler dans quelques instants parce que c'est un paramètre très important. Lorsque tous les combustibles sont mis en combustion, on a ce qu'on appelle l'embrasement généralisé. Je vais vous l'ai montré, c'est le haut de la cloche de tout à l'heure. Par contre, lorsque les locaux sont insuffisamment ventilés, ou alors lorsqu'il y a une quantité très importante de combustible, le développement de l'incendie, il va dépendre des apports en air frais. On va dire que le développement de l'incendie est contrôlé par l'air frais. C'est-à-dire que la quantité d'oxygène présente dans le local peut ne pas être suffisante pour que la totalité des gaz de pyrolyse, on va parler tout à l'heure de la pyrolyse, puisse brûler. Et on dit à ce moment-là que le feu est sous-ventilé. À ce moment-là, plusieurs situations peuvent se produire. La première, c'est il y a tellement peu d'air et d'oxygène et il n'y a pas d'apport nouveau dans le local que au bout d'un moment, le feu va s'éteindre spontanément par sous-oxygénation. Alors on pourra avoir à un moment donné de cette extinction un apport brutal d'air frais parce que une porte est ouverte inopinément, une vitre de fenêtre va se briser et l'apport d'air frais nouveau va relancer l'incendie. Pardon. On peut aussi avoir un phénomène qui est important à comprendre, puisqu'on l'observe très souvent dans les incendies au moment de la propagation vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'air frais pénètre dans le local par les ouvertures disponibles, c'est-à-dire soit qui étaient déjà ouvertes, soit qui sont ouvertes parce que les vitres ont explosé, ce qui permet la reprise de la combustion et qui génère à ce moment-là une augmentation des températures et par conséquent une dilatation des gaz. À ce moment-là, la pression monte dans le local
et entraîne l'expulsion des fumées vers l'extérieur. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on assiste à une raréfaction de l'oxygène disponible dans le local, et donc la combustion va diminuer pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'air frais puisse à nouveau pénétrer dans le local. Et on assiste à ce moment-là à ce qu'on appelle la pulsation du feu, donc ce phénomène où, en fonction de l'apport d'air frais ou son impossibilité, eh bien, le feu augmente, diminue, puis augmente, et ainsi de suite, jusqu'à peut-être un moment où les apports seront continus, les combustibles ayant diminué, et que le feu se poursuive. Et puis, un dernier mode peut arriver, c'est qu'un apport d'air frais, là aussi, brutal, relance, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, donc un apport d'air frais brutal qui relance l'incendie qui est en train de s'éteindre. C'est ce qu'on appelle le retour de flamme, hein, ou le backdraft. Donc il est important d'avoir en tête tous ces scénarios, puisqu'ils ont tous des conséquences particulières. On a parlé du feu avec des flammes, mais on a aussi le feu sans flamme. Alors c'est des phénomènes, pour l'un d'entre eux qu'on connaît très bien, c'est ce qu'on appelle l'incandescence. C'est un mode de combustion très lent de certains matériaux, hein, dont le bois et les dérivés du bois, où la réaction exothermique, mais sans flamme, se produit à la surface du matériau en cours de carbonisation, la partie charbon de bois, qui, comme il est porté à très haute température, émet un rayonnement visible, un rayonnement rouge caractéristique de l'incandescence. Et puis on a encore un autre mode de combustion qui est encore plus lent, qui est vraiment très lent, que l'on appelle le feu couvant, où là on n'observe ni flamme, ni émission lumineuse visible, où là le matériau se décompose en produisant en général beaucoup de fumée, et puis si un apport d'oxygène se fait, on peut voir apparaître une incandescence locale. Alors, cette notion de feu couvant est très importante, on va le revoir dans notre discussion, parce que c'est un phénomène, c'est le phénomène que l'on va chercher à éviter dans nos bâtiments. Et les conditions qui conduisent à un feu couvant sont celles où on a un matériau combustible, et c'est le cas de la plupart des matériaux de nos constructions en bois, dans un environnement où la chaleur qui est générée par l'oxydation, c'est-à-dire la combustion, est contenue dans un milieu à faible potentiel de perte de chaleur, c'est-à-dire un milieu isolant. On verra dans quelques minutes ce que je veux dire par là, par une illustration. Et en général, le feu couvant, eh bien, il est perceptible parce qu'il y a une élévation de température ou parce qu'au bout d'un moment, on a une élévation de fumée. D'où l'intérêt de rechercher dans les dispositifs de prévention de ces feux couvants les élévations de température. J'y reviendrai. Alors Hervé, pour répondre à ta question, voilà quelles sont les températures atteintes dans l'incendie. Quand un incendie se développe dans la pièce, eh bien, en fonction de la nature et de la position et de la quantité des matériaux combustibles dans cette pièce, les températures atteintes ne sont pas réparties de façon homogène aux différents points du local, bien sûr. Alors, en fonction de ces paramètres que je viens de décrire, on peut visualiser la répartition des températures dans le local en fonction de ces paramètres, de leur variation. Et on peut voir sur cette illustration, qui est une coupe verticale sur un local dans lequel se déroule un incendie, la stratification des températures, donc avec, vous voyez, proche ici, donc c'est un local avec une ouverture vers l'extérieur, on va dire une baie vitrée dont le vitrage a explosé, un plafond,
une retombée en imposte. Et on a des températures qui vont de 50 à 100 degrés ici, jusqu'à 700, 800 degrés dans cette zone-là. Là, on est dans le cas d'un local où on n'a aucun bois apparent sur les parois. Le phénomène est différent lorsque l'une des parois va participer à l'incendie, c'est-à-dire lorsqu'une des parois est en bois apparent. Ici, en l'occurrence, sur cette représentation, c'est le plafond du local qui est en bois. Et vous voyez que là, on a un phénomène de montée en température extrêmement important, puisqu'on est aux alentours de 800 degrés. On peut même atteindre 1000 degrés. Hein. C'était le cas lorsque on a fait l'essai en grandeur réelle avec la paille, où on avait... Alors, ce n'était pas du tout dû à la paille, hein, c'était dû surtout au fait que dans cet essai, il y a énormément de combustible mobilier qui est mis en jeu, 600 kg de bois, et les plafonds étaient en bois. Donc, on participait très significativement à l'incendie. Alors, dans ce genre de circonstances, il y a tout un volume de gaz qui est à l'intérieur du local qui sont imbrûlés, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, étant donné la violence de l'incendie dans le local. Et ces gaz, lorsqu'ils passent à l'extérieur, d'un coup rencontrent l'oxygène qui va faire que ces gaz vont à nouveau s'embraser. Et donc faire des panaches de flammes avec les pulsations que je décrivais tout à l'heure. Et ce panache de flammes, évidemment, suivant sa taille, son importance, eh bien, va générer des conséquences dans la propagation du feu par la façade bien différentes d'un cas à l'autre. Donc on voit déjà qu'un grand nombre de paramètres viennent s'agréger pour constituer à chaque fois un incendie qui va avoir un comportement unique, je dirais. Alors, au cours de cet embrasement, cet incendie, eh bien, les matériaux qui constituent le mobilier et qui constituent les ouvrages du bâtiment, j'entends par là tous les ouvrages de structure, bien sûr, mais aussi tous les autres ouvrages de secondes œuvres, menuiserie, cloisons, portes, etc., etc. Tous ces matériaux vont subir des transformations. Alors, il est important aussi justement d'avoir les ordres de grandeur du comportement de ces matériaux en fonction des températures atteintes dans le local. On vient d'en parler. Je vous parlerai du bois juste après, mais auparavant, regardons un peu comment ça se passe pour les matériaux rencontrés le plus couramment dans la construction. Je laisse de côté tout ce qui concerne le mobilier, les canapés, les tables, les bibliothèques, pour en rester aux éléments que nous sommes en tant que concepteurs ou constructeurs en mesure de gérer. Alors, tous subissent des transformations, hein, qui peuvent être des pertes de résistance, de la fusion, de la désagrégation, toutes sortes de choses. Alors l'acier, bien sûr, on le sait tous, hein, il ne brûle pas. Et il ne dégage pas non plus ni de fumée, ni de chaleur. Par contre, il a un premier inconvénient, c'est que c'est un bon conducteur de la chaleur. C'est-à-dire qu'il est susceptible de transporter la chaleur d'un endroit à un autre, en particulier d'un local à un autre. Et on verra tout à l'heure que c'est un point significatif de propagation de l'incendie. Autre difficulté, c'est qu'il perd très très vite de sa rigidité dès 100 degrés. Et il perd sa résistance à partir de 400 degrés. Rappelons-nous hein, les températures qu'on a vues juste avant, hein, où on peut monter jusqu'à 800 degrés.
Et là, eh bien, on a tous dans nos têtes les images de ces profils métalliques qui se transforment en spaghettis au cours des incendies. Euh, Autre difficulté aussi, l'acier se dilate fortement sous l'effet de la chaleur, et donc ça peut entraîner des désordres, évidemment, dans les structures. Hein. Si on a des poutres un petit peu longues, on appuie sur des poteaux métalliques. Ces poutres métalliques, en se dilatant, vont faire que l'équilibre statique va être rompu, hein, c'est-à-dire que les points d'appui vont sortir de leur polygone de sustentation et on va assister à des effondrements. Donc, ça conduit à ce que les aciers soient très protégés dans les bâtiments, donc c'est ce qu'on appelle le flocage, hein, qu'on connaît tous, ou l'encoffrement. Le verre, lui, ne supporte pas du tout les montées rapides en température. C'est ce qui se passe dans un incendie. Ou alors, à ce moment-là, il se dilate très rapidement et il ne supporte pas non plus les gradients de température à sa surface. C'est-à-dire le fait qu'un endroit soit à une certaine température et un autre à une température différente. Et un simple vitrage classique, comme on les connaît tous, le verre recuit, se brise dès qu'il est exposé à un flux thermique, même de faible intensité. Sauf s'il a été traité spécifiquement pour résister à la chaleur. Ce sont des verres à ce moment-là particuliers, hein, donc on appelle des verres pare flamme. Tu as une idée, Olivier, de la durée, de la tenue d'un vitrage en cas d'incendie, par exemple sur le feu paille, avant qu'il ne se brise? C'est l'ordre de 2 ou 3 minutes. C'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide, comme je le disais, à cause de la dilatation d'une part et la question des gradients de température. Hein, et on l'a vu tout à l'heure, dans l'incendie, on a des gradients de température qui sont très vite, très importants, hein, qui vont de 100 à 800 degrés. Donc c'est très très rapide. Parlons de l'aluminium, qui est un matériau robuste, léger, mais qui est lui aussi très conducteur de la chaleur. Donc même sujet qu'avec l'acier, il va propager la chaleur éventuellement d'un local à un autre. Mais surtout, il perd ses propriétés mécaniques vers 350 degrés et il fond carrément à 660 degrés. C'est-à-dire que, on verra dans un instant, en parlant sur un cas particulier, que les conséquences que ça peut avoir. Le PVC, lui, fond dès 135 degrés et il perd sa rigidité, il dégage des gaz toxiques et polluants dès 50 ou 60 degrés. Donc c'est vraiment une difficulté importante dans les situations d'incendie. Enfin, le plâtre, qui est un matériau incombustible, donc classé A1 en termes de réaction au feu, et dont le comportement au cours de l'incendie est particulier, c'est-à-dire qu'il va d'abord sécher, c'est-à-dire l'eau qui est contenue dans le plâtre va absorber de la chaleur et du coup retarder sa montée en température. Et puis, quand cette température deviendra suffisamment élevée, il va finir par se désagréger parce que les liaisons ne sont plus assurées par les molécules d'eau. Autre avantage du plâtre, c'est qu'il ne libère pas de produits toxiques au cours de l'incendie. Alors le bois, lui, c'est un matériau isolant qui est très peu conducteur de la chaleur. Et on va voir que c'est un avantage, puisqu'il va éviter les transferts de chaleur que j'évoquais avec l'acier, mais par contre, ça pose d'autres difficultés. Du coup, cette température de surface s'élève très rapidement au cours de l'incendie, puisque l'énergie calorifique n'étant pas transmise dans le matériau, elle s'accumule sur la surface, et donc on atteint très rapidement
le point d'inflammation, hein, c'est-à-dire c'est la température à laquelle la combustion, une fois qu'elle est amorcée, va continuer sans autre apport extérieur. Et ce point est situé entre 250 et 300 degrés. Donc, toujours, gardons à l'esprit les températures qu'on évoquait tout à l'heure au cours d'un incendie dans un local. On a aussi une autre température qui est la température d'auto-inflammation. C'est celle à laquelle la combustion s'amorce spontanément, même en l'absence d'un point chaud, c'est-à-dire même en l'absence d'une flamme qui viendrait donc d'une bougie, d'un chalumeau ou quoi que ce soit. Et donc, sous atmosphère normale, cette température, bien, pour le bois, elle varie beaucoup en fonction de l'essence de bois, de sa teneur en eau, de sa masse volumique, mais elle est comprise entre 200 et 600 degrés. Donc, ça, c'est important de s'en souvenir. Le feu peut s'enflammer spontanément, même sans apport de flamme. Et là encore, on va voir les conséquences que ça a dans la paroi. La vitesse de combustion du bois, alors, on trouve des données dans l'Eurocode, par exemple, hein, l'Eurocode 5 partie feu, qui nous donne des indications à ce sujet, et ça dépend aussi de l'essence et de la densité du bois. Pour les feuillus, de masse volumique supérieure à 450 kg par mètre cube, hein, donc autre que le peuplier, par exemple, hein, le chêne, le châtaignier, etc., cette vitesse est de 0,55 mm par minute. Pour le hêtre, c'est un peu particulier. Le hêtre a la vitesse de combustion est la même que celle du bois lamellé-collé résineux, c'est-à-dire 0,7 mm par minute. Et puis pour les bois résineux massifs classiques, elle est de 0,8 mm par minute. Olivier, on veut dire ici de bois massif. Si on a affaire à des bois de petite section, des panneaux par exemple, les vitesses de combustion peuvent être supérieures? Alors, non. Ce qui peut être différent, c'est une autre circonstance, c'est la circonstance où le bois a été, avant d'être soumis à la flamme, a été, je dirais, préchauffé. C'est une discussion qu'on avait eue d'ailleurs, Hervé, au sein des prescripteurs. C'est-à-dire que la vitesse de combustion, elle peut aller jusqu'au double de ce que je vous ai indiqué lorsque le bois a été chauffé derrière un écran de protection thermique et que cet écran disparaît brutalement. C'est-à-dire que du bois situé derrière une plaque de plâtre, par exemple, pendant un certain temps, au cours de l'incendie, protégé par la plaque de plâtre, qui, à un moment ou l'autre, va finir par chuter, par tomber, eh bien, le bois qui aura monté en température pendant ce temps-là, le bois qui est derrière la plaque, au moment où il va s'embraser, eh bien, va se brûler à ce moment-là beaucoup plus vite que lorsqu'il est, je dirais, à froid. Alors, au cours de la combustion, on a une couche de charbon qui est produite par la combustion du bois, hein, qui se forme et qui se comporte comme un très bon isolant thermique qui va ralentir l'élévation de température à l'intérieur du bois. Sous cette couche de charbon, on a une couche sous-jacente, assez peu épaisse, qui va perdre progressivement ses caractéristiques mécaniques à mesure qu'elle s'échauffe. On va préciser ça. Pendant que le reste de la pièce de bois reste, lui, à une température normale. C'est-à-dire que la température qui est à environ 1 cm derrière la couche en cours de carbonisation, hein, donc il y a plusieurs centaines de degrés, 1 cm dans le reste de la pièce de bois, on est déjà redescendu à 100 degrés. Donc le bois est vraiment très isolant. Alors le bois subit une transformation qui est bien spécifique, hein, qu'on appelle la pyrolyse.
Alors cette pyrolyse, elle se déroule en plusieurs phases. Alors je vois qu'il me reste qu'un quart d'heure, donc j'ai prévu cette éventualité. Donc je n'irai probablement pas jusqu'au bout de ma présentation, mais elle est conçue pour ça. Donc ne vous inquiétez pas, la fin de la présentation, soit je pourrai la reprendre la semaine prochaine, soit elle est facile à comprendre, elle est plus informative que de l'ordre de la compréhension. J'ai dû parler à peu près 5 minutes en intro, donc Voilà. Mais c'est pour détendre l'atmosphère, parce que je vois que je suis à la moitié de ma présentation et il me reste qu'un tiers du temps. Donc j'ai un peu anticipé cette situation. Je me connais. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de l'élévation progressive de la température d'une pièce de bois? On a d'abord une phase de séchage, hein, entre 50, 40, 50 et 100, 120 degrés, pendant laquelle l'eau qui est contenue dans le bois va s'évaporer. Pendant cette étape, on n'a ni flamme, ni chaleur, mais au contraire une consommation d'énergie. Hein, le bois va absorber pour que l'eau s'évapore, va absorber de l'énergie. Mais il va commencer déjà à perdre entre 35 et 75% de sa performance mécanique. Alors, ce qui perd de sa performance mécanique, c'est cette part du bois qui est à cette température. Hein, on se comprenne bien. Ce n'est pas l'ensemble de la pièce de bois qui, elle, reste à une température beaucoup plus basse. Puis commence une phase de pyrolyse qu'on appelle faible, qui est entre 100, 120 et 250 à 300 degrés, où là, le bois commence sa décomposition chimique. Cette première phase est lente, elle est encore là aussi endothermique, elle consomme de l'énergie et on y observe peu d'émissions de composés gazeux. Mais au cours de cette phase, cette partie de bois qui atteint cette température perd la totalité de ses performances mécaniques. Puis se produit, la température continuant à s'élever, la phase qu'on appelle de pyrolyse de carbonisation. Donc, on en était à 250-300 degrés, et puis jusqu'à 800 degrés environ, pendant laquelle, là, tous les composés gazeux contenus dans le bois, hein, donc on appelle ça des gaz d'hydrocarbures, s'échappent du bois, et ce sont eux qui s'enflamment. C'est eux qui provoquent la flamme. Et le bois se met alors à carboniser à la vitesse dont on parlait tout à l'heure, pour ce qui est des résineux, 0,7 à 0,8 mm par minute. Et dans cette étape-là, on observe l'émission de 70% de la chaleur contenue dans le bois. Cette phase, elle peut avoir lieu même en milieu appauvri en oxygène. Ça, c'est important de s'en souvenir. Par exemple, donc, derrière une plaque de protection thermique adhérente, c'est-à-dire une plaque de plâtre en contact avec le bois, quand la température monte, le bois arrivé à partir de la température de 250 à 300 degrés va commencer à carboniser, même si on n'a pas de flamme, même si on n'a pas d'autre oxygène que celui présent dans les matériaux. C'est important de s'en souvenir là aussi dans les dispositions qu'on va adopter pour protéger le bois. Enfin, la dernière phase, dite d'oxydation, qui se situe entre 800 et 1100 degrés, au cours de laquelle là, le bois entre en incandescence, produit des braises et dégage le reste de la chaleur contenue dans le bois. Donc, une phase que l'on connaît bien. Donc, après la description de ces différentes transformations du bois, hein, on va voir maintenant comment le feu va se propager à partir de l'endroit où il a pris naissance. Les modes de propagation du feu vont
être des modes, en fait, de transfert de chaleur. Comme on l'a dit tout au début, la combustion, c'est la mise en présence d'un matériau combustible. Donc, par hypothèse pour nous, dans nos constructions bois, les éléments de structure, les matériaux d'isolation, lorsqu'ils sont biosourcés, sont combustibles en présence du comburant, c'est-à-dire l'oxygène dans l'air. Jusqu'à nouvel ordre, dans nos bâtiments, on ne vit pas en atmosphère autre qu'avec de l'oxygène. Et en présence d'une énergie d'activation qui est la chaleur, déclenche l'incendie. Donc il faut un apport de chaleur. Ces apports de chaleur, ils peuvent être faits soit par conduction, hein, donc c'est la situation où la chaleur est transmise par contact, elle se transmet dans le matériau d'une zone de température élevée vers une zone de température plus basse. Ça impacte tous les matériaux conducteurs de chaleur, principalement les produits métalliques, hein, donc je le disais tout à l'heure, tout ce qui est profil, ferrure, n'oublions pas aussi toutes les tuyauteries, mais aussi les éléments en aluminium. Mais ça peut être aussi le béton qui contient de l'acier. Donc, pour éviter ces phénomènes, on fait en sorte que l'acier soit enrobé dans le béton de manière suffisante pour limiter son élévation en température dans le temps. Et la vitesse de propagation dépend beaucoup des caractéristiques du matériau, sa conductivité, son humidité, sa masse volumique, son épaisseur, par exemple. Autre mode de propagation de la chaleur, le rayonnement. Là, la chaleur est transmise par un rayonnement infrarouge et ce qu'on appelle le flux thermique, qui est émis par les gaz chauds de l'incendie, provoque l'élévation des températures des matériaux environnants. Ce qui peut conduire à l'inflammation spontanée de ces matériaux lorsque leur température d'auto-inflammation est atteinte. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est notamment ce qui est susceptible de se produire lorsque deux immeubles, par exemple, imaginons-les avec un bardage bois, sont trop rapprochés, eh bien, l'incendie qui affecte l'un va se propager à celui qui est en face uniquement par le rayonnement infrarouge. D'où les règles d'urbanisme qui nous spécifient de séparer les bâtiments de plus de 8 mètres, et si ce n'est pas le cas, d'adopter des mesures de protection. Troisième mode de transmission, de propagation de la chaleur, c'est la convection. Là, la chaleur est transmise par la circulation de l'air chaud, du moins d'une manière plus globale, par les effluents de l'incendie. Ce qu'on appelle les effluents, ce sont les gaz chauds, bien entendu, les fumées, les aérosols, les particules en suspension qui sont contenues dans ce flux d'air chaud, avec des gaz qui sont souvent toxiques et qui se diffusent dans tous les espaces et dans toutes les cavités qui leur sont accessibles. Et à ce moment-là, l'énergie qu'ils contiennent, la chaleur qu'ils contiennent, est transmise aux matériaux environnants et fait monter leur température. Donc ça, c'est un point très très important dans la compréhension de ce à quoi nous devons veiller dans nos constructions bois. Souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, au cours du développement de l'incendie dans un local, eh bien, on a des montées en pression qui peuvent être très importantes et qui, du coup, vont faire que les gaz vont pouvoir se propager dans des interstices, par des interstices extrêmement petits. Et on considère, alors ce n'est pas moi qui considère, hein, c'est là encore l'Eurocode 5 partie feu, qui considère que à partir de... le gaz va se propager par un interstice à partir du moment où cet interstice a une ouverture supérieure à 2 mm. Vous voyez que c'est tout petit, 2 mm simplement, suffit à ce que les gaz se propagent
Et ces gaz vont, à haute température, vont du coup aller faire monter la température des matériaux qu'ils vont trouver sur leur chemin. Enfin, dernier mode de transmission de la chaleur, c'est la projection. C'est-à-dire que la chaleur est transmise par des déplacements d'objets enflammés, par des courants d'air, hein, par exemple, donc par des projections de particules incandescentes, hein, de brandons, c'est-à-dire de bouts de bois, ça concerne surtout les feux de forêt, mais des bouts de bois, des pommes de pin enflammées, mais aussi des papiers, ou par explosion de produits chimiques, ou, il ne faut pas l'oublier, épandage de liquides hein, qui s'enflamment, hein, et, qui peuvent, là encore, propager l'incendie. Alors, à partir de tous ces phénomènes-là, le feu va se propager à partir du local ou de l'endroit où il a pris naissance, peut se propager par les façades des bâtiments. Soit lorsque le feu provient d'un élément extérieur en feu, donc c'est le cas des voitures bien sûr, hein, des scooters, et des feux de poubelle, etc., hein, qui vont du coup faire que le feu va se propager le long de la façade au pied de laquelle ils ont pris naissance. C'est la raison pour laquelle on trouvera dans la réglementation des dispositions particulières sur les niveaux bas des bâtiments du point de vue de la réaction au feu. Le feu, ensuite, peut aussi se propager à partir du local dans lequel il a pris naissance, le long de la façade qu'il surplombe, en fonction du panache de flammes qui sort du local, d'où l'importance de la maîtrise de ce panache de flammes. On y reviendra la semaine prochaine avec la question de la réglementation. Olivier, il nous reste, on va dire, quelques minutes. J'ai jeté un œil au reste de tes diapos. Oui, je vais m'arrêter, j'ai prévu de m'arrêter dans 2 diapos, Hervé. Donc, le feu se propage là, peut se propager aussi d'un local à l'autre, de local en local, le long d'un immeuble. Hein. Donc, c'est ce qui a pu se produire à la tour Grenfell, par exemple. Ce n'était pas le seul phénomène. Hein. Il était couplé avec le phénomène d'inflammation des matériaux de façade. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, le feu qui se propage vers une autre façade par rayonnement, hein, d'un bâtiment qui se situe en face de lui. Alors, le feu, il se propage aussi dans le bâtiment lui-même. Et donc, il peut se propager de différentes manières à partir du local dans lequel il a pris. Alors, quand on parle de local, on peut aussi parler de compartiment. Hein. L'exemple qu'on peut retenir, c'est lorsque dans les habitations, lorsqu'on parle de local, en fait, on parle de l'ensemble des locaux qui constituent un appartement, qu'on va appeler à ce moment-là un compartiment. C'est-à-dire que la réglementation va nous demander de faire en sorte que le feu ne se propage pas d'un appartement à l'autre. Par contre, il pourra éventuellement se propager d'une pièce à l'autre d'un même appartement, d'un même compartiment. Donc, il peut se propager cet incendie qui a pris dans un local, simplement au travers des parois, en fonction de la résistance au feu de ces parois. Donc, ce sujet-là, nous n'aurons pas le temps de l'aborder ce matin, et ce n'est pas très grave, ce sera pour une autre fois. On aura les propagations aux liaisons entre les planchers et les parois, que ce soit les façades ou que ce soit les parois de refend, par exemple, où là, on a donc des interruptions de matériaux qu'il faut gérer de manière à faire en sorte d'empêcher toute circulation de gaz, puisque je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont surtout les gaz qui vont nous poser problème à ces interfaces.
Et je rappelle qu'il nous faut moins de 2 mm d'interstice si on veut éviter la propagation. La propagation, elle peut aussi se faire au travers d'éléments techniques, les canalisations dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent, elles, passer d'un local à l'autre et pour lesquelles on devra adopter des dispositions particulières. Mais ça peut être aussi toutes les cavités communicantes qui sont les espaces qu'on réserve dans la construction bois pour les questions d'isolation acoustique entre deux parois de refend, mais ça peut être tous les vides constructifs ou les gaines qui contiennent des réseaux techniques, etc. Donc, par tous ces points, le feu va pouvoir, l'incendie va pouvoir se propager. Et donc, il peut se propager aussi par les façades, non seulement, comme je l'évoquais tout à l'heure, par l'extérieur de la façade, mais aussi par les lames d'air que l'on trouve très fréquemment entre les revêtements de façade et les éléments de structure. On pourra trouver parfois des obstacles comme des balcons, des coursives ou des obstacles que la réglementation nous aura demandé de créer. Ce qu'on va retrouver dans le fameux guide façade du CSTB. Et enfin, pour terminer cette heure de présentation, je voudrais vous commenter ces deux schémas pour expliquer comment, en pratique, tous les phénomènes que je viens de décrire peuvent intervenir dans la propagation du feu dans un bâtiment. Voilà un détail technique de la liaison d'une façade ossature bois constituée de panneaux CLT doublés par l'extérieur par un isolant qui peut être combustible ou pas, protégé par ici un écran thermique tel que le demande le guide façade. On a une lame d'air et un parement extérieur de toute nature. Pour le moment, on ne se préoccupe pas de la nature de ce matériau-là. Et côté intérieur, on va trouver un espace pour passer les réseaux, un vide technique et un parement intérieur qui peut être de toute nature, en général plaque de plâtre, mais qui peut aussi être un panneau à base de bois. C'est tout à fait possible. On trouve dans cette paroi, bien entendu, des ouvertures avec des menuiseries. Et ici, j'ai figuré aussi un volet roulant, donc dessiné en PVC, qui pourrait être en aluminium. C'est ce qu'on trouve en général sur le marché. On voit aussi un plancher, ici, avec un panneau CLT, sur lequel on va trouver un résilient acoustique, une chape sèche ou humide, peu importe. Et puis, comme on trouve très fréquemment pour gérer les questions d'acoustique, un plafond, une plaque en général en plaque de plâtre, et un absorbeur acoustique, et là encore, un petit plénum. On trouve ici, dans cette paroi, bien sûr, puisque c'est là que circulent les réseaux électriques, des emplacements de prises électriques. Alors, si on analyse un petit peu ce détail, on va voir que tout ce que je vous ai expliqué précédemment va prendre un sens un peu nouveau. C'est-à-dire que lorsque un foyer d'incendie va se déclencher dans ce local ici, eh bien, on a vu tout à l'heure que les températures vont se stratifier, vont monter à des niveaux très importants. Ils vont atteindre, on a vu tout à l'heure, 700, 800 degrés. Et on va constater qu'à ces températures-là, les menuiseries aluminium, les caissons de volets roulants auront complètement disparu, puisqu'ils auront complètement fondu. Et ça va avoir comme conséquence que les gaz chauds vont pouvoir s'infiltrer à toutes sortes d'endroits. D'une part, ici, dans les vides techniques, lorsqu'on ne les a pas remplis, et donc emmener des températures élevées
au contact des panneaux CLT. Donc les gaz chauds, on l'a dit, c'est 600, 700 degrés. Et souvenez-vous, le bois va commencer à pyrolyser à partir de 250 degrés. Donc très rapidement, ces endroits-là risquent d'être le siège d'inflammation. On peut aussi avoir une infiltration, rappelez-vous mes 2 mm de gaz chaud ici, dans les interfaces entre l'isolant extérieur et le CLT. Et ces gaz chauds, ils vont se retrouver très chauds, toujours, 600-700 degrés, confinés dans des endroits où on n'a aucune déperdition thermique. C'est-à-dire que les températures vont être très élevées. Et là encore, même dans un endroit pauvre en oxygène, on va avoir des démarrages de combustion. Et ce qu'on appelle, ce que j'appelais tout au début, les feux couvants. Avec un problème, c'est qu'il va être très difficile de les détecter. Même lorsque les pompiers auront éteint l'incendie, eh bien, ces feux couvants qui peuvent apparaître, qui peuvent se développer tout doucement à l'intérieur des parois, à des endroits plus ou moins éloignés de l'endroit où ont pénétré les gaz, sont totalement indétectables, même avec des caméras thermiques, puisque vous voyez que si l'incandescence se situe là, à cette interface, qu'on fasse une recherche par l'intérieur ou par l'extérieur, on a la présence d'isolant qui va nous empêcher de détecter l'échauffement. Ce qui veut dire que l'incendie est susceptible de reprendre plusieurs heures, voire plusieurs jours après qu'il ait été réputé éteint. On peut aussi avoir des transferts d'air chaud vers les plénums des planchers. Si la liaison ici de la plaque de plâtre en tête de cloison laisse apparaître des jours supérieurs aux 2 mm dont je parlais tout à l'heure, là toujours nos gaz chauds sous pression vont diffuser dans les faux plafonds. Et là encore, en faisant monter en température le panneau de CLT, va provoquer des démarrages de combustion. Ce sont des modes de transfert, de propagation de l'incendie extrêmement fréquents, je dirais même les plus fréquents que l'on trouve dans le bâtiment, et en particulier dans les bâtiments bois, parce qu'on a du bois, des matériaux combustibles un petit peu partout. Si l'incendie se déclenche ici, vous voyez aussi que par tous les points faibles, là, les boîtiers électriques, eh bien, on peut avoir des diffusions de gaz chaud et les phénomènes dont je viens de parler. Donc, pour empêcher ces phénomènes, eh bien, on va, dans la conception, de manière très simple, mais faut-il bien le faire, donc être conscient des phénomènes en jeu et des dispositions qu'il faut prendre, eh bien, on va d'abord, ici, si je prends le problème du caisson de volet roulant qui aura fondu à très basse température, s'il est en PVC, eh bien, faire en sorte d'avoir un écran thermique ici qui empêche la propagation des gaz chauds dans les interstices entre le panneau CLT et l'isolant. Et puis, on va même renforcer cette barrière en rajoutant des pièces de bois qui vont limiter la propagation des gaz chauds qui risqueraient de se diffuser dans les isolants. Et ces coupures, on va aussi les faire systématiquement à tous les changements d'étage, au niveau de tous les planchers, non seulement dans le doublage en isolant, mais aussi avec des bavettes, les fameuses bavettes du guide façade, pour recouper les lames d'air extérieures. Et pour empêcher les diffusions de gaz chaud à l'intérieur des vides techniques, eh bien, on va les remplir avec des isolants. Le maître mot est vraiment de faire en sorte d'empêcher de
remplir complètement tous les vides constructifs possibles, en tout cas tous ceux qui sont verticaux, dans lesquels les gaz peuvent se propager par convection. Pour protéger excusez-moi, les vides techniques horizontaux de la diffusion des gaz chauds qui viennent latéralement, on va renforcer les liaisons par les protections. Tout ça est décrit dans le guide sur les interfaces. On va aussi renforcer toutes les situations de boîtiers électriques pour faire en sorte que l'incendie reste confiné à de tout petits endroits. Olivier, on va là pour terminer. aujourd'hui. Je te propose J'espère peut-être que vous n'êtes pas trop perdu en route et je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Olivier. Donc, on précise quand même que cette conférence est enregistrée. Vous pourrez la revisionner, vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble du document. Il y a quelques diapos complémentaires qui seront accessibles. Vous avez vu le style d'Olivier qui décrit de manière écrite l'ensemble de ces données. Donc, c'est relativement compréhensible. Vous aurez également l'occasion de poser quelques questions complémentaires peut-être semaine prochaine. Vous pouvez diffuser le lien vers l'enregistrement auprès de vos collaborateurs, auprès des compagnons, toutes les personnes qui n'auraient pas pu assister à la visio de ce matin. Voilà, encore merci Olivier. On passe aux questions. Tu as abordé sur la fin justement la question des doublages de tous ces petits points faibles dans l'enveloppe. On a plusieurs questions qui tournent autour des moyens de protection, de fermeture de tous ces interstices qui peuvent descendre jusqu'à 2 mm. Est-ce qu'il existe des genre de polymère qui pourrait permettre de combler, de boucher ces fentes? Est-ce qu'il faut utiliser de la filasse? Quelles sont les solutions à notre disposition aujourd'hui? Moi, j'ajouterais comment un gérant, chef d'entreprise ou même un architecte qui est chargé un petit peu de toute la coordination, la mise en œuvre sur chantier, peut sensibiliser les compagnons également à la qualité de la mise en œuvre. J'imagine que dès lors qu'on descend dans le détail, c'est important également que chacun puisse bien comprendre ce que tu nous expliques ce matin. Tout à fait. Donc, c'est justement une démarche qui n'avait pas été faite de manière aussi approfondie jusque-là dans les bâtiments en bois, parce que pour des raisons tout simplement historiques, on en était resté à la culture des bâtiments en béton, en matériaux incombustibles, où les risques liés à la propagation des gaz chauds étaient beaucoup moins importants qu'ils ne le sont dans un contexte où la majorité des matériaux sont susceptibles de s'enflammer sous l'effet d'une élévation de leur température. C'est ça le paramètre fondamental qui change entre les constructions bois et les constructions du passé. Alors ça ne veut pas dire que du coup, d'une part, les constructions en maçonnerie, en béton sont très sûres et qu'on n'a aucun problème avec. Bien sûr que non, puisqu'on a des tas d'expériences, des tas d'événements d'incendies qui montrent le contraire, les propagations par l'extérieur, les propagations par les vides techniques, il en existe aussi, par les gaines, les réseaux, ils existent dans tous les bâtiments. Toutes ces propagations-là existent dans les autres bâtiments. Donc il ne faut surtout pas en conclure que les bâtiments en bois sont plus dangereux que les bâtiments en béton. Ils ne sont pas plus dangereux, ils se comportent différemment. Et il faut simplement
prendre des dispositions constructives adaptées pour parer aux points faibles de la construction bois dont nous parlons. Alors, il y a des tas de moyens qui existent depuis longtemps. La difficulté, effectivement, c'est l'attention portée à leur mise en œuvre sur laquelle on n'avait pas insisté jusqu'à présent. Pourquoi on n'avait pas insisté là-dessus jusqu'à présent? En fait, parce que jusqu'à un passé très récent, les constructions bois restaient en simple rez-de-chaussée, R+1, éventuellement R+2, et c'est tout. Si bien que les phénomènes de propagation, ils avaient bien lieu, ils conduisaient à la destruction totale ou partielle des bâtiments, mais de bâtiments de faible hauteur dans lesquels l'évacuation des occupants était facilitée par le fait qu'il y avait très peu d'étages, ce qui est bien différent maintenant que nous nous attaquons à des constructions multi-étages qui vont atteindre, pour la France, on en est à 16 étages, hein, il y en a qui sont en cours de conception actuellement. Dans d'autres pays, que ce soit à Vancouver ou du côté d'Oslo, on est à 18 étages. Et bien là, les questions d'évacuation des occupants sont beaucoup plus complexes. Il faut plus de temps, il faut des dispositions là aussi particulières. Et donc, d'autre part, on ne peut absolument pas envisager que ces bâtiments, à un moment ou à un autre, s'effondrent sous l'effet de l'incendie. Du coup, il faut prendre vraiment de manière très au sérieux, toutes ces petites dispositions qui, encore une fois, sont très simples à mettre en œuvre, mais pour lesquelles il faut développer des méthodologies, accentuer la formation et la sensibilisation de tous les intervenants. Alors ça commence par les concepteurs, hein, les architectes et les bureaux d'études, faire en sorte que les détails soient simples, les plus simples possibles à réaliser. Et surtout avoir bien conscience de l'existence du risque. Vous voyez, je reste sur ce détail. C'est un détail que j'ai moi-même dessiné il y a quelques années, sans me rendre compte du tout du danger que pouvait représenter ici cet ouvrage, le caisson de volet roulant, qui apparemment fait obstacle, hein, à une éventuelle propagation de flammes. Surtout qu'on a tendance à beaucoup penser en termes de flammes et à oublier les gaz chauds, alors que ce sont les gaz chauds qui sont les plus dangereux. Et donc, c'est en travaillant sur ces questions-là que j'ai pu prendre conscience, moi personnellement, de la faiblesse représentée par cet élément-là, qui en fait n'est pas du tout un obstacle, bien au contraire, et qui donc il faut substituer des dispositions techniques appropriées. Donc, de la conception et une exécution soignée, c'est-à-dire une exécution où on fasse en sorte que les fameux petits joints de 2 mm soient contrecarrés le plus possible. D'où, vous voyez ici, le fait d'avoir des superpositions d'éléments. Ici, je mets une traverse, plus l'écran thermique, ici, c'est une plaque de plâtre, dont les joints sont décalés. J'ai un joint ici, entre la traverse et le CLT, et un autre joint ici, qui font que je limite considérablement le risque que les gaz se propagent par cet interstice-là, puis voyagent ici, puis ensuite par l'interstice ici. Donc c'est en rallongeant le chemin parcouru par les gaz que je vais m'en sortir. Alors, on va essayer de prendre d'autres voilà. Mais vous voyez la logique, hein, c'est une attention aux détails. On a eu une question sur la notion d'effondrement. J'imagine que quand tu parles d'effondrement, la remarque de l'internaute est la réglementation n'interdit pas l'effondrement du bâtiment, mais j'imagine que tu parlais du temps d'évacuation.
des usagers de ce bâtiment, avant l'effondrement. Le, la, la- la réglementation, mais et plus généralement tout le domaine de la sécurité incendie, j'aime bien déconnecter la notion de sécurité incendie de la notion de réglementation. La réglementation ne sont que des modalités d'application de dispositions constructives visant à améliorer la sécurité vis-à-vis de l'incendie. Et la sécurité incendie, elle a sa vie autonome en dehors de la réglementation. Et effectivement, donc la réglementation française est pensée pour préserver la vie des personnes et non pas préserver les biens. C'est vrai. Mais, Ok. je le disais tout à l'heure, la réglementation, par contre, nous demande de faire en sorte que les pompiers puissent intervenir en sécurité. C'est-à-dire que pour que les pompiers puissent rentrer dans le bâtiment, il faut qu'ils aient la certitude qu'il ne va pas s'effondrer pendant un temps donné par la réglementation. Hein. Ce temps donné, il va dépendre effectivement du nombre d'étages du bâtiment qui est corrélé avec le nombre de personnes à évacuer. Ce sera une demi-heure, 1 heure et demie, 2 heures. Voilà. Donc, c'est de cet effondrement-là dont je voulais parler. Alors, on a de nombreuses questions qui arrivent là juste en ce moment, donc il m'est difficile d'en prendre connaissance de la totalité. Pour les questions réglementaires, on va essayer de reporter à la semaine prochaine. Quelques questions sur les produits intumescents. Est-ce que c'est fiable en intérieur, en extérieur? Est-ce que les produits sont disponibles sur le marché? Quelle idée on peut s'en faire? Alors, j'imagine que Un peu avant les autres questions. il s'agit de la question de l'inifugation des produits en bois. Euh, Oui, sur les produits bois. Il y a des peintures intumescentes qui s'appliquent sur, par exemple, les tuyauteries, hein, dont je parlais tout à l'heure, sur les profils métalliques aussi. Alors, ça existe sur les produits métalliques, mais la question portait effectivement plutôt sur le bois et sur les joints intumescents pour la fermeture des lames d'air. Donc, alors, pour ce qui concerne les bois, il y a deux manières de les rendre intumescents. D'une part, c'est en les protégeant avec des vernis intumescents. Et ces vernis, à ma connaissance en tout cas, ne résistent pas aux conditions climatiques extérieures, donc ils doivent être utilisés en intérieur, et ils sont appliqués sur tous les éléments en bois, et dans la mesure où l'application est faite suivant les recommandations du fabricant, il n'y a pas de problème, ils sont tout à fait fiables, ils sont utilisés partout dans le monde, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, concernant l'inifugation en autoclave, il y a une norme européenne qui est assez récente, qui concerne l'inifugation des bois pour leur utilisation non seulement en intérieur, mais aussi en intérieur humide et en extérieur, qui permet de garantir la durabilité du traitement. Donc, c'est la norme 16 755. On commence à voir apparaître sur le marché des produits, donc des bardages bois, hein, des produits dérivés du bois, des panneaux, etc., qui bénéficient d'un traitement conforme à cette norme. Et cette norme-là permet de garantir la durabilité de ce traitement. Donc oui, ça change, mais c'est tout nouveau et il y a encore peu de produits sur le marché, mais c'est pour vraiment dans pas longtemps, on peut dire que beaucoup de fabricants se préparent à sortir des produits adaptés, bien entendu. Alors, plusieurs questions également un peu techniques sur la réaction du bois. On nous a posé la question pyrolyse et bois traité haute température. Je pense que le bois traité haute température est une pyrolyse une première pyrolyse, mais à très faible température. Je pense qu'on dépasse
assez peu les 200 degrés en général sur le traitement THT. Donc, et une autre question concernant le bois qui va pouvoir se rétracter dans des conditions d'incendie avec l'évaporation de son humidité. Est-ce que cette rétractation, ce retrait du bois ne peut pas laisser apparaître justement des joints, des failles de 2 mm que tu évoquais tout à l'heure? Autre question toujours liée aux matériaux bois, est-ce qu'il y a une réversibilité des propriétés mécaniques du bois? Autrement dit, lorsqu'un bâtiment bois a subi un incendie, est-ce que la structure, est-ce que les propriétés mécaniques de la structure dans son ensemble ont été atteintes ou est-ce que définitivement il faut, est-ce qu'on peut conserver le bâtiment ou est-ce qu'il faut changer l'ensemble des pièces? Alors, ok, J'essaye de résumer les questions. oui, tout à fait. Alors, mais j'ai déjà oublié la première. La question du retrait du bois qui pourrait laisser Il y apparaître avait des encore une autre failles avant qui d'enveloppe et de était, il passage y avait une autre avant euh, je sais plus. Alors, sur le retrait du bois. Alors, bien sûr, déjà, je rappelle à tout le monde quand même que, au terme du DTU, tous les bois doivent être mis en œuvre à des humidités inférieures à 18% d'humidité relative, hein, et que l'humidité relative des bois en équilibre dans les milieux, dans les locaux, hein, on va dire, donc, les atmosphères normales dans lesquelles on a l'habitude de vivre, c'est aux alentours de 14% d'humidité. Donc, effectivement, on peut avoir des retraits, mais qui seront peu significatifs. Néanmoins, ça existe, hein. Donc, c'est une question à garder à l'esprit sur certains détails où, effectivement, il n'y a pas d'autre obstacle à la diffusion des gaz chauds que le, le contact qui doit être pratiquement parfait entre deux pièces de bois. À ce moment-là, il faut sans doute penser à interposer ce qu'on appelle des joints intumescents, donc des joints qui, lorsqu'ils sont soumis à une élévation de température, vont se mettre à gonfler et vont boucher l'interstice. Donc, c'est des choses qu'on utilise, par exemple, dans les immeubles multi-étages, hein, de grande hauteur, comme celui de, de Norvège, que j'ai eu le privilège d'aller visiter au mois de septembre. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et on a vu que les assemblages entre les poteaux, les poutres et les diagonales étaient tous équipés de joints intumescents. On peut retrouver les indications à ce sujet dans le guide interface que j'évoquais au début. Pour ce qui est des caractéristiques mécaniques du bois, je vais répéter, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, le bois ne va pas perdre sa résistance et puis la retrouver après, hein. Les parties qui perdent leur résistance sont les parties dont la température est montée suffisamment pour que se déclenche la carbonisation. Donc, de toute façon, le bois carbonisé, il n'a plus aucune résistance mécanique et après un incendie dans un immeuble, on va éliminer cette couche-là. Sous la couche de carbonisation, on a une couche de petite épaisseur, hein, peut-être de l'ordre d'1 centimètre, qui, elle, a été échauffée, mais n'avait pas encore été carbonisée, qui, elle, a perdu une grosse partie de sa résistance mécanique. Mais tout le reste de la pièce de bois, qui, lui, dont la température a très peu varié, et d'autant moins varié qu'on s'éloigne du front de flamme, si je puis dire, toute cette partie-là, dont la température n'a pas varié, a conservé toutes ses caractéristiques mécaniques. Et c'est là un des gros atouts du bois, justement, hein. C'est sa stabilité en situation d'incendie. Et je ne me rappelle plus la première question que tu avais posée, elle était très intéressante. C'était quoi de cette série La pyrolyse par rapport au bois traité haute température. Ah oui, le bois haute température. Olivier, Savoir, il est 11h30, on va devoir bientôt oui, terminer et on va faire passer aux nouvelles. un mot de réponse à cette question-là, simplement.
Les bois traités haute température sont traités dans des autoclaves, là aussi, dans des enceintes en tout cas confinées, dans lesquelles on enlève l'oxygène, on le remplace, ce sont des atmosphères azotées qui permettent de faire monter la température jusqu'à en général 270-280 degrés, sans pour autant provoquer d'inflammation, parce que là, on a supprimé un des ingrédients de la combustion, qui est ce coup-ci le comburant, c'est-à-dire l'oxygène de l'air. Très bien. Je ne sais pas si on va pouvoir prendre d'autres questions. Est-ce que tu peux nous dire, tu as cité à plusieurs reprises le guide interface. Est-ce que tu peux nous indiquer s'il est déjà en ligne? Tu as parlé d'extranet du site Adivebois. Oui. Est-ce qu'il est déjà visible pour l'ensemble des internautes ou limité encore en accessibilité, pardon? Alors, à ma connaissance, j'avoue que je n'y suis pas retourné depuis quelques jours, mais pour le moment, donc ce document dont j'ai coordonné la rédaction Il est était, tout chaud, hein, donc il vient d'être. il est tout chaud, c'est le cas de le dire, voilà. Il a été mis en ligne sur le site d'Adivebois, puisqu'il est la propriété d'Adivebois, qui, avec un financement du Codifab, notons-le, a permis la rédaction de ce guide. Et donc, c'est Adivebois qui juge de la manière dont il le diffuse. Donc, il est sur l'extranet. Après, donc, il faut pouvoir accéder à l'extranet d'Adivebois. Mais là, ça ne m'appartient plus pour savoir comment il va être diffusé. En fait, je pense qu'avant sa diffusion dans le grand public, ce guide doit être, on va dire, validé par l'ensemble des organisations professionnelles, hein, qui avaient des représentants à l'atelier d'incendie au cours duquel on a travaillé ce texte. Il ne devrait pas y avoir de difficultés insurmontables, mais il n'a pas encore été validé de manière formelle par les organisations professionnelles que sont l'UMB, enfin l'Union des métiers du bois, l'UIBC, etc. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, nous vous invitons, internautes, à envoyer un petit email peut-être à Divebois, que vous soyez informés à partir du moment où l'ouvrage sera effectivement disponible sur leur site. On a plein de questions, je suis désolé, on ne pourra pas répondre à chacune d'entre elles. N'hésitez pas peut-être à poser vos questions en direct auprès de vos interpros, on devrait pouvoir répondre à un certain nombre d'entre elles. On avisera également avec Olivier comment peut-être répondre aux questions auxquelles les interpros ne pourraient pas répondre. Encore une fois, cette visioconférence est enregistrée, donc n'hésitez pas à y revenir et à la diffuser. Un grand merci Olivier. Je ne sais pas si on prend encore une toute dernière question. Allez, on se prend juste une minute, si tu peux faire très court, Olivier. On a plusieurs questions qui portent sur la réaction différente entre les matériaux, donc notamment comment réagissent la brique et le béton face à un incendie par rapport au bois. Mais surtout, je dirais, on a plusieurs questions qui portent sur la nature des isolants, des doublages. Quid des isolants en laine de roche par rapport au biosourcé, laine minérale par rapport au biosourcé, et ensuite pourquoi combler l'ensemble des vides techniques et non pas simplement une bande en partie supérieure des murs. Donc, est-ce que tu peux nous faire une réponse en 45 secondes avant mes remerciements? Ça va être compliqué, hein. Alors effectivement, tout l'enjeu de notre matinée, là, c'était de faire rentrer en 1 heure le maximum d'informations possible. Donc forcément, il y avait une limite. Alors, pour ce qui est des isolants, dans les vides techniques, effectivement, on peut considérer qu'on peut gérer la question en mettant des bandes sur les périphéries, mais de l'avis même des professionnels, c'est quasiment aussi facile de remplir complètement tous les espaces que de chercher de manière exhaustive à traiter toutes les périphéries de toutes les surfaces. Donc, ce n'est pas un ouvrage qui grève les coûts au point de compromettre la viabilité économique des bâtiments.
toute la question des isolants, donc je fais amende honorable auprès de tout l'auditoire, hein. J'avais beaucoup de mal à mesurer le temps qu'il me faudrait pour vous parler de tout ça. Et ça faisait partie des éléments que je ne vous présenterai pas ce matin, mais vous pourrez lire à la suite du diaporama qui vous sera communiqué sur demande, j'imagine, hein. Vous pouvez voir les dispositions qui sont prévues par la nouvelle annexe nationale de l'Eurocode 5 partie feu qui devrait être publiée très bientôt. Alors ça fait 1 an qu'on dit qu'elle va être publiée bientôt, donc on s'en rapproche, hein, mais qui contient toutes les indications à ce sujet. Et en un quart de seconde, simplement vous dire que euh, ce sont des essais euh, réels qui qui ont été conduits par différents organismes, dont CSTB, FCBA, Effectis, et puis ailleurs en Europe, sur toutes sortes de configurations et avec toutes sortes de matériaux, qui inclut bien les matériaux biosourcés. Et en particulier, tout ce qui est fibre de bois, ouate de cellulose, lin, chanvre, la paille, c'est fait par le réseau français de la construction paille, euh, donc qui autorise l'utilisation de ces matériaux. Alors, on pourrait ensuite avoir une discussion un peu plus longue, par exemple sur les dessins que je représente ici, bien, les isolants des couches euh, les plus accessibles au gaz chaud sont, on recommande qu'ils soient en laine de roche, alors pas en laine de verre, hein, parce que la laine de verre se comporte enfin, de manière très médiocre en présence de chaleur, elle se désagrège, mais en laine de roche d'une densité minimale de 40 kg par mètre cube, qui est, on va dire, la condition qui va permettre de sécuriser tout le reste des matériaux biosourcés qui sont mis en œuvre. C'est-à-dire que voilà, cette laine de roche, elle va constituer l'écran thermique qui va protéger tous les éléments qui sont derrière. Okay. Dit autrement, pour optimiser l'utilisation des matériaux biosourcés, il faut trouver un juste point d'équilibre entre tous les problèmes qui sont posés. Donc ça en fait partie. Je suis le premier j'aurais bien aimé qu'on mette 100% de matériaux biosourcés. Bien, et là, un isolant minéral peut faire écran, justement. Laine de roche, hein, je précise bien, laine de roche. Laine de roche, protéger donc les parties biosourcées. On va devoir arrêter parce que la visio va couper d'ici quelques minutes. Charlotte va vous mettre à l'écran une image avec le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour revoir cette vidéo. Et les interpros vous diffuseront également dès que l'ouvrage dont il a été question sera disponible. Donc les interpros vous diffuseront très, très largement. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, elle a diffusé, j'insiste un tout petit peu là-dessus. Je remercie Olivier, merci beaucoup, hein. On a préparé cette visio quasiment en une semaine, enfin, c'est surtout toi qui l'as préparé, Olivier, donc c'est très court, merci d'y avoir répondu. Merci à... C'est un plaisir et je serais ravi de retrouver tout le monde la semaine prochaine. Et puis, peut-être on pourrait continuer, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sujets, s'il y a du monde que ça intéresse. C'était la première expérience sans public, hein, c'est compliqué, mais beaucoup plus compliqué que quand on est en conférence. Mais voilà, j'ai fait l'apprentissage, donc essayons de poursuivre. Merci Olivier. Merci à tous. On remercie également France Bois Région, donc organisateur avec les interpros régionales qui ont toutes participé à cet événement. Les services communication de chacune des interpros qui ont fait un boulot formidable depuis vendredi après-midi. Donc 1200 inscrits, dernière info, en 3 jours, 4 jours, c'est génial. Merci à Charlotte Varchouver qui est en régie, Gaël Allaire également chez Bibois qui ont élaboré toute cette communication.
Merci Olivier Ferrand pour le traitement des questions et puis le pilotage avec Nicolas Vizier d'Atlambois pour le pilotage donc, de cette opération. Merci à Laure Ménard et Samuel Rialan qui ont co-organisé, toujours chez Atlambois. Et puis, merci à chacun d'entre vous pour votre attention. J'espère à la semaine prochaine. Et puis, j'en profite pour un petit salut à tous les collègues des Interpros de France et de Navarre. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye. Au revoir.